flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection, qu'elle soit ce dimanche. Insa Camara, M. Camara, merci, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Mon grand merci. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être là avec vous. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes consultant enseignant en finance et stratégie, mais avant de démarrer, M. Camara, vous nous permettez de rendre hommage à deux personnes qui nous ont marqués de par leur courtoisie légendaire, mais aussi leur professionnalisme. Je veux parler de notre confrère Alassane Cissé, arraché à notre affection. Il y a aussi le professeur Salam Fall, un chercheur sociologue fondateur du laboratoire de recherche sur les transformations sociales et économiques du Sénégal, que Firdaus soit leur dernière demeure. Amen. Amen. Alors, oui, nous parlons avec notre invité de ce dimanche d'un sujet qui fait actualité. Je vais vous parler du contenu local. Contenu local, quel enjeu, mais aussi dessiner les limites et les perspectives dans un contexte sénégalais. Alors, dites-nous, première question, pouvez-vous d'abord nous rappeler ce que couvre la notion de contenu local? Merci, Bayasan, pour l'invitation. Permettez-moi de saluer les auditrices et auditeurs de la Sud FM. Permettez-moi également de saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les internautes, qui nous font l'honneur vraiment de nous suivre pour cette émission. Parler du contenu local, c'est aujourd'hui un sujet d'une importance capitale. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire déjà la définition conceptuelle de ce qu'est le contenu local. En réalité, d'un point de vue juridique, le contenu local renvoie justement aux mesures et politiques que l'État met en place pour favoriser les biens, les services, mais aussi la main-d'œuvre locale dans le cadre des projets économiques qui sont investis, dont les investisseurs sont des étrangers, dans le cadre des IDE. Donc, c'est ça un peu le concept du contenu local. Ce concept est né en Angleterre, on l'appelle là-bas le local content. Et jusqu'à présent, c'est un concept qui, même en Occident, on l'utilise et qui a une certaine effectivité. Mais je pense qu'au cours de notre échange, nous aurons l'occasion de revenir sur des exemples beaucoup plus probants. Alors, dans le contexte sénégalais, nous l'avons dit, il y a un relief avec ce que nous appelons les secteurs stratégiques comme le pétrole, comme le gaz et comme les mines également. Quel est le lien en parlant de contenu local lié justement à ces ressources dans les secteurs stratégiques que sont le pétrole, le gaz, mais également les mines? D'accord, merci déjà pour cette question. Parler du contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz nous invite un peu à retourner en avant, déjà en 2013, avec la Commission nationale des réformes des institutions. Dans son rapport, cette Commission nationale des réformes des institutions avait insisté sur les droits citoyens par rapport à les ressources naturelles. Ce rapport de la Commission nationale de réforme des institutions a abouti à la loi 2016, la loi constitutionnelle de 2016, qui a donné naissance à l'article 25-1 de la Constitution qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Cette disposition, bien que juridique, n'a pas que des implications juridiques parce qu'elle a également des implications politiques, économiques et sociales. Et justement, le contenu local est venu en 2016 déjà parce que la première loi qui a appliqué le contenu local, sans pour autant le citer nommément, c'est le Code minier de 2016. Parce que le Code minier de 2016, à l'article 86 et aux articles 86 et 165, il parlait du contenu local dans sa dimension entreprise pour l'achat de biens et de services, mais également dans sa dimension main-d'œuvre locale où on doit favoriser la main-d'œuvre locale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le contenu local a une plus grande effectivité dans le domaine minier parce que ça date de 2016.
Maintenant, il y a eu une loi de 2021, une loi de 2019-04 et la loi 2019-04 qui consacre un peu le contenu local au secteur des hydrocarbures. Donc, quand ils ont mis en œuvre cette loi, ils ont pris un décret de 2021. Ce décret consacre le secrétariat technique de suivi de la Commission nationale de suivi du contenu local. Et derrière, il y a eu un autre décret avec le Fonds d'appui au développement du contenu local qui a été également pris en 2021. Le point commun entre tous ces décrets, ces lois et tout, c'est que chaque fois, les législateurs rappellent dans l'esprit de ces lois ou bien dans la note de présentation du décret que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, en réalité, tout vient de 2016 avec la Commission nationale de réforme des institutions qui a amené la loi de 2016 et qui font qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il est nécessaire de légiférer là-dessus pour une plus grande effectivité, mais également pour un transfert de compétences, parce que l'idée qu'il y a derrière le contenu local, c'est quoi? Ce secteur nouveau qui est le secteur des hydrocarbures, où pratiquement il n'y a pas, a priori, parce que quand même ça, c'est une fausse idée, parce qu'on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de Sénégalais qui s'y connaissent, alors que depuis 1952, on fore des puits au Sénégal, en onshore et en offshore. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Pourquoi c'est devenu central? La question du contenu local, pourquoi est-elle devenue centrale dans les politiques publiques et dans les négociations? C'est devenu central parce que, du point de vue de son impact économique, imaginez-vous aujourd'hui, dernièrement, il y a eu un journal qui a précisé qu'il y a des bateaux qui sont rentrés au Sénégal et qui ont occasionné un manque à gagner de presque 850 milliards. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 marins, des soudeurs professionnels qui ont été extirpés un peu du pétrole sénégalais et qui constituent en termes d'impôt sur le revenu, en termes de TRIMF, en termes de cotisation sociale, un manque à gagner d'au moins 30 milliards. Sans compter maintenant les entreprises où vraiment il y a des mécanismes de prête-nom qu'on appelle les sleeping partnerships, où on voit des gens qui sont dans une logique d'accaparement sans pour autant s'ouvrir vraiment aux PME, aux PMI. Et c'est ici également l'occasion de donner l'exemple de l'Angleterre qui a vu naître le contenu du contenu local. Dans le dernier contrat qui a trait un peu à l'énergie nucléaire qu'ils ont eu à signer avec EDF, Électricité de France, les Londoniens ont exigé que 60% du montant du contrat reste à Londres et soit vraiment donné à des PME-PMI londoniens. Donc, c'est pour montrer à quel point qu'aujourd'hui, en termes d'économie d'échelle, imaginez-vous si vous injectez, et ce contrat dont je parle fait 5 milliards de livres, donc c'est 5 000 milliards de francs CFA. Donc, 60% de 5 000 milliards de francs CFA qu'on arrive à donner aux PME-PMI, c'est un impact économique considérable en termes d'entreprises non seulement, mais également en termes de création d'emplois, mais également en termes de création de richesses. Donc, c'est toute une économie d'échelle qu'on arrive à créer. Et derrière également, il y a le transfert de compétences qui est justement l'esprit du contenu local parce qu'on vise à terme que les Sénégalais puissent demain, si on doit exploiter des puits de pétrole, que les Sénégalais puissent être techniquement autonomes pour ne plus et outillés justement pour ne plus avoir besoin de l'expertise étrangère. En restant toujours dans le champ des opportunités, dites-nous quels sont selon vous les principaux avantages économiques que le Sénégal justement peut tirer d'une politique efficace du contenu local, justement en lien avec Londres. Déjà, pour vous venir de citer comme exemple. Voilà. Déjà, le premier effet positif, le premier impact, c'est la maîtrise de l'information. Parce que vous savez, en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans une guerre classique avec des armes et tout. On est plus dans une logique de guerre économique. Et la guerre économique, oui, commerciale, voilà, plus tard. Donc, et cette guerre économique repose essentiellement sur les données. Les données, c'est l'information. Donc, aujourd'hui, si on ne rend pas effectif le contenu local, on n'aura pas accès
aux données ou aux informations relatives à l'exploitation même du pétrole et du gaz. Parce qu'aujourd'hui, si tous les cadres qui sont dans le secteur gazier et pétrolier sont des étrangers, comment est-ce que nos locaux peuvent maîtriser les mécanismes et le système pour pouvoir demain être autonomes? Donc, on nous met dans une situation d'éternelle dépendance, alors que intellectuellement parlant, du point de vue des ressources humaines, le Sénégal n'a absolument rien à envier à aucun pays au monde en termes d'intelligence, en termes de richesse intellectuelle, parce qu'on a quand même eu à donner au monde des sommités au niveau du FAO, au niveau des autres entités internationales. Il y a eu énormément de Sénégalais qui ont brillé à l'international. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit rendre ça effectif pour déjà l'information, parce que c'est capital. En dehors de l'information, on perd énormément d'argent. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui les entreprises sénégalaises n'ont pas accès au contenu local, déjà, ils n'arriveront pas à créer de l'emploi. Or, l'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi. L'État a pour vocation de créer un environnement propice pour que les entreprises soient créatrices d'emplois. Le cadre, exactement. Donc, aujourd'hui, de ce point de vue, si l'État n'organise pas le cadre, justement, du contenu local, on continuera dans cette absence d'effectivité. Et dernièrement, à Matam, j'ai suivi une émission où on disait que là-bas, le contenu local est à hauteur de 2%, parce qu'on a vu les phosphates de Matam, mais justement, c'est une carence qu'il convient de corriger pour rendre ça effectif, mais déjà du point de vue local, au niveau de Matam, et après, éventuellement, au niveau de toutes les régions, pour ensuite agréger toutes les données pour avoir les données au niveau national. Bien, en termes toujours d'opportunités économiques. Oui, quelles sont les attentes? Comment aujourd'hui, en termes d'économie, justement sur le plan économique, de nous décrire les principaux avantages que l'État du Sénégal pourrait tirer justement du contenu local? Quels sont les avantages réels? Bon, déjà, en fait, par rapport à l'État, les avantages qu'il peut tirer du contenu local, c'est déjà la maîtrise de l'information, les ressources additionnelles, un PIB un PIB, parce que là, on parle du rebasing, mais dernièrement, le Premier ministre Ousmane Sonko en a parlé, que l'impact même de nos ressources naturelles sur le PIB est très minime, là où dans d'autres pays, ils sont à hauteur de 20%. Donc déjà, du point de vue de la comptabilité même nationale, ça a un impact. Ça a un impact également du point de vue des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de chômeurs au Sénégal. Le chômage est endémique. Donc, quand on arrive à créer un environnement, un écosystème propice un peu à résorber ce chômage-là, à prendre les jeunes, à les recruter, à les former. Et dites-nous comment le contenu local peut-il contribuer à la création d'emplois, au transfert également de compétences et au développement des PME nationales? Voilà. Pour ce qui est à la création d'emplois, moi je prends un cas très simple. Dans le milieu pétrolier, sur les plateformes pétrolières, il y a un travail qui ne nécessite pas de compétences. C'est-à-dire, c'est un travail où on appelle ça le banksman slinger. Donc, c'est un travail où la personne est utilisée comme alerte. Il dit stop, arrêtez, venez, montez, descendez, c'est tout simplement ça son travail. Et en fait, ce genre de métier-là, l'État aurait dû exiger en disant ces métiers qui ne nécessitent pas de classification, ils doivent obligatoirement être pourvus par des Sénégalais. Il y a des écoles de formation. Oui, il y a des écoles de formation également. L'autre aspect par rapport au transfert de compétences, aujourd'hui, moi, je donne le cas d'une amie. Elle est ingénieure à l'école polytechnique de Montréal. Donc, c'est une polytechnicienne. Elle a eu à bourlinguer, à travailler au Canada sur plusieurs entités. Elle est revenue au Sénégal. Même pour intégrer dans le milieu du pétrole, c'est compliqué. Parce qu'on prétexte souvent, oui, vous n'avez pas d'expérience spécifique.
Or, justement, il y a des métiers, je vous parlais tout à l'heure du train express régional, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a des compétences spécifiques. Ce qu'il faut voir chez la personne, c'est son potentiel et sa capacité d'adaptation. Or, aujourd'hui, on n'est pas ingénieur pétrolier, on l'apprend. Donc, pourquoi l'État ne crée pas des mécanismes de transfert de compétences en disant, écoutez, nous avons formé assez d'ingénieurs, nous avons formé l'INPG, ils ont formé énormément d'ingénieurs où il se dit que pratiquement 60% de la troisième promotion, ils ne sont pas intégrés, ils n'ont pas de travail. Donc, ce genre de personnes-là, il faut imposer aux opérateurs en leur disant, écoutez, on ne peut pas créer une école, injecter des milliards, former nos jeunes et qu'ils soient là au chômage. Vous avez l'obligation de les recruter. Et comment ils peuvent faire, ou comment ils vont exécuter cette obligation de recrutement? Exactement. Mais il y a également ce qu'on appelle en matière de ressources humaines la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On ne peut pas rester figé sur une année. On programme, on planifie, on anticipe. On se dit, OK, l'INPG a formé 50 jeunes, ils n'ont pas d'expérience, mais on planifie que dans 5 ans, s'ils intègrent dans les plateformes pétrolières, ils vont gravir les échelons pour aller avoir un rang de cadre et remplacer les expatriés qui sont là et qui nous coûtent excessivement cher. Parce que également, tous ces coûts, ça impacte ce qu'on appelle le cost oil. Donc, les opérateurs, ils ont intérêt justement à jouer sur ce cost oil-là, mais ce cost oil, ça n'arrange pas l'État du Sénégal quand ça grimpe. Et comment ça peut faire améliorer ou bien même intégrer davantage les PME, les développer davantage? Déjà, en fait, pour développer davantage les PME ou les intégrer, il y a des structures qui sont là, qui ont été créées, que l'État doit impérativement auditer, déjà. Je vous parlais tout à l'heure du Comité national de suivi du contenu local, mais quand même, rien que le rapport de 2023 montre qu'ils ne sont pas à la hauteur, justement, des exigences du contenu local. Parce que imaginez-vous, comment est-ce qu'on peut vous charger du suivi du contenu local pour les emplois sénégalais qui sont dans le pétrole et le gaz, vous vous référez aux chiffres de l'opérateur. Vous dites, bon, selon le rapport de l'opérateur, oui, non, ce n'est pas l'ILT, le Conseil national de suivi du contenu local, le CNSCL. Donc, dans le rapport de 2023, ils se sont basés sur le rapport de l'opérateur pour donner les chiffres sur le nombre de Sénégalais qui travaillent effectivement dans le pétrole et le gaz. Et il y a une contradiction même flagrante entre les chiffres du CNSL et les chiffres de l'ITI, justement, dans le rapport de 2023. Entend souvent ça, justement, la différence qu'il y a au niveau des chiffres donnés par l'opérateur et au niveau de l'ITI. Oui. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Parce qu'en fait, souvent, l'opérateur, il a intérêt à gonfler les chiffres. Il a intérêt à dire qu'il y a 3000 Sénégalais alors qu'il y en a peut-être 1000. Parce que souvent, ce qu'ils font, eux, ils utilisent des SWIFT. Tous les types de travaux qui C'est ça. sont faits chez ces agents ne sont pas de calibre, justement, contre... Exactement, exactement, exactement. Comme par exemple, des fois, il y a des métiers, par exemple, où ce sont des SWIFT de 3 mois. Donc, dans l'année, il y a 4 SWIFT de 3 mois. Donc, si vous prenez sur chaque SWIFT 1000 personnes, vous êtes enclin à compter 1000 fois 4 en disant que dans l'année, il y a eu 4000 Sénégalais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas 4000 Sénégalais, mais c'est 1000 Sénégalais. Donc, c'est en fait ce genre de mécanisme que les gens utilisent pour justement maquiller certains chiffres et aujourd'hui, en fait, montrer un semblant d'effectivité. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, d'où justement la contradiction qu'il y a entre le rapport du Conseil national de suivi du contenu local et le rapport de l'IT. Parce que le rapport de l'IT est beaucoup plus détaillé. Parce que dans leur annexe, ils mettent justement les métiers de cadre, les non-cadres, combien sont sénégalais, combien sont étrangers, combien de Sénégalais ont des positions d'ouvriers, etc., etc.
Mais dans le rapport du Conseil national de suivi du contenu local, nous n'avons pas cette rigueur, justement, voilà, de contrôle, parce que justement, ils ne vont pas sur site, ils n'ont pas de mécanisme pour auditer, pour savoir réellement est-ce que ces Sénégalais sont sur place. Or, pourtant, il existe aujourd'hui des mécanismes très simples, hein, parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous, nous avons des ingénieurs informatiques. Qu'est-ce qui empêche au Conseil national de suivi du contenu local de dire, bon, on lance un challenge, créez-nous une plateforme qui va nous permettre un peu d'agréger toutes les données relativement aux Sénégalais qui sont dans le pétrole et le gaz. Mais aujourd'hui, quand vous vous basez déjà sur les rapports d'opérateurs, ça veut dire que ce travail ab initio, vous ne l'avez pas fait et que vous vous basez sur une déclaration. Or, une déclaration, elle peut être fausse. Elle peut être fausse, même si, bon, on reconnaît qu'il doit y avoir une présomption de bonne foi, mais en matière de business, quand même, on tend beaucoup plus à une présomption de mauvaise foi qu'à une présomption de bonne foi. C'est ça la réalité. Et malheureusement, ces manquements, ces tares font que, justement, le comité qui devait rendre effectif ce contenu local a échoué tant au niveau des Sénégalais qui doivent intégrer, mais également au niveau des transferts de compétences, mais également au niveau des PME-PMI, parce qu'au niveau des PME-PMI, on a une logique d'accaparement. C'est-à-dire, il y a actuellement des gens qui sont là, qui contrôlent pratiquement toutes les retombées du pétrole et du gaz, parce que justement, il y a eu une certaine précipitation dans la mise en œuvre. Justement, on a eu, personnellement, j'ai eu des documents sur des contentieux qui concernent une entreprise comme la SSB, par exemple, donc où vraiment on leur fait des reproches par rapport à leur comportement par rapport au contenu local et qui fait que ça ne sera pas effectif. Ce n'est pas encore effectif pour ce qui est des paiements solidaires. C'est pas encore effectif, c'est juste un gros plus. Or, l'État a des leviers justement pour créer les futurs champions. C'est-à-dire, Comment? voilà, il faut revoir la stratégie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on revoit la stratégie de création des futurs champions? Déjà, il faut identifier chez les entrepreneurs ceux qui ont le potentiel. Le potentiel, c'est pas seulement celui qui a les ressources ou qui a gagné tel marché, mais on doit voir le mindset. C'est qu'on doit évoluer de telle façon qu'aujourd'hui, on doit se dire, par exemple, ce jeune-là, si on lui signe un contrat de performance en disant, écoutez, vous êtes dans le pétrole et le gaz, ou bien vous n'êtes pas dans le pétrole et le gaz, mais nous avons l'intime conviction que vous pouvez vous adapter à ce secteur. Et que suivant cette intime conviction, nous savons que si vous bénéficiez de l'accompagnement qu'il faut avec l'État à travers le FONSIS, par exemple, qui peut être derrière un puissant levier justement de contrôle derrière de l'effectivité des engagements que l'entreprise prend par rapport à l'État, surtout si on met en place un contrat de performance où on dit à cette entreprise, vous allez dans le pétrole, mais derrière, j'ai besoin que vous recrutez au moins 100 à 200 Sénégalais par année. Donc aujourd'hui, si on fait ce mécanisme, si on lance cette stratégie, par exemple, en disant, on crée les 100 futurs champions du pétrole et du gaz, on les a identifiés. Ce ne sont pas des Sénégalais qui vraiment, s'ils ont de l'argent, ils vont penser à voilà, construire une nouvelle maison, mais ils ont l'esprit entrepreneurial, ils voient grand, ils visent très haut, déjà préparés avec un mindset solide. Mécanisme de financement. Vous avez parlé de ça. Bon, pour moi, en fait, les mécanismes de financement existent. Dernièrement, avec le Conseil national des acteurs du contenu local, le CNACL, avec Abdoul Kambane Diédhiou, il en a parlé lors d'une émission en donnant l'exemple des mécanismes de levée de fonds pour le projet Yakar Teranga, en disant que les champions nationaux peuvent faire une joint venture et lever des fonds avec les Sénégalais qui sont à l'étranger pour avoir les ressources nécessaires pour vraiment mettre en œuvre ce projet-là. C'est un mécanisme qui va épouser un peu les contours de la titrisation, parce que, en fait, bon, quand on parle de titrisation, malheureusement, ça nous ramène à la crise des subprimes de 2008, mais bien
conduit, surtout dans un secteur avec un haut potentiel, il est possible quand même d'avoir des retombées financières vraiment extraordinaires. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, en fait, le secteur pétrolier et gazier est beaucoup plus, disons, solide, beaucoup plus stable en tant que tel que le secteur de l'immobilier qui est assez fluctuant. Pourquoi le contenu local ne pas être source de financement en lui-même d'abord, le contenu local? Parce qu'en fait, bon, le contenu local, déjà, il y a un fonds qui doit alimenter le contenu local. C'est le, Des opérateurs. oui, c'est le Fonds d'appui au développement du contenu local, FADCL. Le Fonds d'appui au développement du contenu local a été instauré par un décret. Il y a eu un décret de 2021, mais ensuite il y a eu un décret de 2023. Pourquoi il y a eu un décret de 2023? Parce que justement, entre 2021 et 2023, il y a eu une loi de 2022 qui étend le contenu local au domaine minier. Donc, on a dû réadapter autant le décret qui régit le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, avec notamment deux secrétaires techniques maintenant, un secrétaire technique hydrocarbures et un secrétaire technique mine. Mais également, on a un peu réajusté le fonds d'appui au développement du contenu local. Maintenant, ce fonds, bon, disons que c'est un peu dérisoire parce que ce fonds n'a pas une certaine effectivité. Beaucoup d'entreprises contribuent à hauteur de 177 000 francs annuels pour être inscrits dans la plateforme du CNSCL. C'est assez dérisoire. Alors que le fonds aurait dû être appliqué à hauteur de 1 à 5% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas. Parce que justement, en fait, le décret n'est pas précis sur ce point. Et justement, l'État doit prendre des mesures idoines pour un peu corriger cela et voilà, imposer un montant ou bien un taux fixe pour rendre ça beaucoup plus effectif et que derrière le Conseil national de suivi du contenu local également utilise ces fonds à bon escient. Parce que pourquoi je précise cela? Dans le rapport du CNSL dont j'ai fait allusion, le rapport de 2023, ils ont fait 32 activités. C'est-à-dire, ces 32 activités, ce sont des forums internationaux, des séminaires, mais en fait, on ne sent pas la quintessence même de ce qui doit faire leur mission, c'est-à-dire des actes qui vont dans la structuration même ou dans l'effectivité même du contenu local. On a plus l'impression que les fonds ont été utilisés pour aller à des forums, aller à des symposiums, aller à des colloques, alors que ces fonds auraient dû être utilisés pour un peu voir les voies et moyens pour intégrer les Sénégalais dans les plateformes pétrolières, quitte à leur donner une formation, quitte à dire, bon, le Conseil national de suivi du contenu local offre des formations sur tel et tel domaine. J'ai vu que dernièrement, ils font des efforts dans ce sens parce qu'ils ont lancé une enquête en direction des PME pour savoir quelles sont les formations qui les intéressent le plus. Donc, ils sont conscients eux-mêmes des limites objectives qu'ils ont. Donc, et aujourd'hui, l'État doit prendre un peu les mesures idoines pour corriger Il faut cela. rappeler que nous recevons dans cette émission Essa Camara, qui est senior, qui est donc consultant senior en finance, mais également en stratégie. D'abord avec les enjeux du contenu local, avant de terminer dans le chapitre des opportunités. Alors, dites-nous, existe-t-il des exemples réussis d'intégration du contenu local dans les contrats de production partagée ou dans d'autres secteurs économiques du pays, par exemple, en termes de paramètres? Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a des exemples d'effectivité du contenu local. Par exemple, au Nigeria, ils ont beaucoup évolué. Au Ghana, aujourd'hui, par exemple, au Nigeria, un bateau ne peut pas entrer sans pour autant qu'on vous impose un nombre de Nigériens, par exemple. Ça, c'est du contenu local. Mais également, ces pays ont, dans leur architecture, disons, administrative, un maillon essentiel qui nous manque au Sénégal. Ce sont les acteurs. Parce qu'il y a des pays, par exemple, où aujourd'hui, nous avons une commission nationale de suivi du contenu local. Nous avons également un consortium des acteurs
qui veille au grain en alertant, par exemple, l'autorité en disant telle ou telle entreprise, c'est un prête-nom d'une entreprise étrangère, donc il faut faire attention. Il y a même dans des pays où le consortium national des acteurs délivre un quitus avant de pouvoir avoir accès au contenu local. Mais l'autre élément manquant également, c'est l'aspect régulatoire ou autorégulatoire. Dans le secteur, non. Dans le secteur, il n'y en a pas. Or, justement, cet aspect régulatoire, autorégulatoire, c'est en quelque sorte une dimension hologrammique pour prendre l'exemple, pour un peu voler le mot à Edgar Morin. Et ça permet un peu d'équilibrer, d'être sûr que la balance, elle est équilibrée. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans une... Tout le sens aujourd'hui de l'ARTP, par exemple, qui a un peu cette dimension régulatoire ou autorégulatoire, non, du secteur des télévisions. De conversation, mais ici, ça n'existe pas dans le secteur. Pas dans le secteur du contenu local, justement. Et en fait, Mais ce mécanisme de régulateur a son importance. oui, c'est Oui. très important. Il faut assurer le suivi, justement, du contenu local et il faut un régulateur qui a un peu les pouvoirs de changer ou de sanctionner, comme l'ARTP le fait dans le secteur de la télécommunication, pour un peu, voilà, mais également il faut les acteurs qui vont venir délivrer un quitus ou bien qui vont se rassembler en disant à l'État, nous avons X Sénégalais qui ont les compétences. Aujourd'hui, si un investisseur doit venir au Sénégal, par exemple dans le secteur du pétrole et du gaz, l'État aurait pu s'adosser aux acteurs en disant, est-ce que vous avez la cartographie des métiers, par exemple, du pétrole et du gaz? Est-ce que vous avez les compétences, les ressources? C'est-à-dire, le travail que le secrétariat national de suivi du contenu aurait dû faire, les acteurs peuvent le faire. En disant, on a répertorié, il y a une cartographie qui est là. Pour tel métier, les expériences varient entre 2 ans à 5 ans. Pour tel et tel métier, les expériences... Or, il y a justement au Sénégal un consortium pour les acteurs qui est dirigé par Abdoul Kamba Diédhiou, que j'ai cité tout à l'heure, et qui participe justement de cet effort de vulgarisation, de la nécessité de prendre en compte la voix des acteurs, justement. Et dans notre contexte sénégalais, moi, j'aime bien citer un exemple d'effectivité du contenu local. Et en fait, c'est un exemple qui est vraiment magnifique. C'est le cas de Jean-Michel Sen, de monsieur Jean-Michel Sen, le directeur général de l'ASER. Donc, j'ai eu à l'entendre parler, à dire que, par exemple, dans le contrat de base, le taux de contenu local était de 20%. Et dans la renégociation, il l'a porté à 50%. Donc, justement, C'est déjà une renégociation réussie. réussi, exactement. Et justement, il a compris que justement, dans les décrets qui a instauré le Fonds d'appui au développement du contenu local, il visait un taux de contenu local de 50% à l'horizon 2030. Donc, c'est un manager aujourd'hui Qui a déjà anticipé sur les qui projections. a anticipé. Mais aujourd'hui, quand on doit faire la situation aujourd'hui, en termes d'effectivité, en termes d'analyse situationnelle, on a parlé des opportunités, mais avant de se lancer dans les limites et défis, pouvez-vous nous décrire quel est l'état, quelle est la situation aujourd'hui en termes de valeur de nos richesses, notamment sur les mines, notamment sur le pétrole et notamment aussi sur le gaz? Quelle est la situation? Par rapport à la situation aujourd'hui, par rapport aux chiffres de l'ITIE, Oui. il y a des chiffres qui sont avancés. Parce que, par exemple, dans le domaine minier, il parle de 50%. Dans le domaine du pétrole et du gaz, il parle de 20 à 30%. C'est encore faible. Oui. Mais nous-mêmes, nous doutons encore de la réalité, en fait, de ces chiffres. Parce qu'entre un chiffre qui est apparent et un chiffre qui est réel, il y a une nuance. Aujourd'hui, nous devons lutter contre un peu ce qu'on appelle l'extractivisme. Parce que justement, dans différents secteurs, on doit rompre un peu tout ce qui est monopole. Éviter qu'un groupuscule, par exemple, contrôle toute la chaîne de valeur des ressources pétrolières et gazières. Et pour faire cela, l'État doit, en quelque sorte, disons, faire un audit,
voir qui est qui. Et nous nous réjouissons dernièrement, il y a eu une loi sur un peu les bénéficiaires effectifs parce que il y a dans un des derniers communiqués du Conseil des ministres, la loi a changé sur le bénéficiaire effectif parce que justement, il y a eu énormément de dénonciations sur les prête-noms, sur ce qu'on appelle les sleeping partnerships. Et ces prête-noms-là ne concourent pas justement à la réalité du taux qui est avancé. Parce qu'aujourd'hui, si vous annoncez un taux de 30% en disant qu'il y a eu 300 milliards que les entreprises sénégalaises se sont partagées, alors qu'en réalité, ces entreprises qui sont sénégalaises d'immatriculation ne sont pas sénégalaises dans leur actionnariat parce qu'ils sont contrôlés par des entités étrangères. Donc, c'est d'ailleurs tout le sens un peu de la nouvelle loi sur le bénéficiaire effectif que les nouveaux tenants du régime ont adopté dernièrement au Conseil des ministres, que nous saluons, mais il faut aller quand même plus loin et permettre aux mêmes Sénégalais d'y avoir accès, justement. Alors, en restant tout dans le chapitre des limites et défis, quelles sont, selon vous, aujourd'hui même, les principales limites rencontrées dans la mise en œuvre du contenu local au Sénégal? Quelles sont les limites? Bon, pour moi, en fait, les limites rencontrées dans la mise en œuvre, c'est justement, je vais l'analyser suivant les 5 piliers du changement. Ok. Parce que le changement, c'est d'abord la vision, euh, ensuite la capacité, ensuite les motivants, ensuite les ressources et enfin le plan d'action. On a une vision, disons, 2030, à l'horizon 2030, d'avoir 50% de contenu local. Ok. Mais est-ce que derrière, on a la capacité? Parce que la capacité, elle n'est pas seulement matérielle, elle est également intellectuelle dans la mesure où est-ce qu'on a les dirigeants ou les leaders avec vraiment un leadership transformationnel pour pouvoir amorcer des changements. Réponse? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a mieux à faire, surtout avec le Conseil national de suivi du contenu local. Il y a vraiment mieux à faire parce que moi, je me dis tout le temps que ce Conseil national de suivi du contenu local n'aurait pas dû être un Conseil national de suivi composé essentiellement de juristes, mais on aurait dû prendre les praticiens du métier parce que mine de rien, moi, je ne comprends pas. Un pays où depuis 1952, on a foré des puits, la SAR, le président Mamadou Dia l'a annoncé dans son discours du 4 avril 1961 et il disait qu'à l'horizon 1963, la SAR va produire 2 millions de tonnes. Parce que il savait qu'en 1960, il y a eu des puits de pétrole qui ont été trouvés au niveau de Diamniadio, par exemple. Et en fait, ces puits de pétrole, même si le pétrole n'était pas de qualité parce que c'était du pétrole lourd, mais quand même, ils avaient conscience du potentiel qu'on a. Donc, dans cette perspective, il fallait justement trouver les ressources humaines nécessaires avec vraiment la connaissance, la capacité, la compétence, mais surtout le désir justement d'amorcer un changement systémique. Donc, de ce point de vue, la capacité, elle fait carrément défaut. Aujourd'hui, si on prend en compte l'aspect ressources, justement, j'ai évoqué le fonds d'appui au développement du contenu local qui aurait dû servir de fonds pour rendre le contenu local effectif. Malheureusement, on n'a pas les ressources. Donc, et quand on n'a pas les ressources, le changement, il est lent. L'autre aspect, c'est l'aspect motivant, ce qu'on appelle également l'excitant en matière de stratégie. C'est juste souvent, la motivation, elle est innée en la personne. La personne qui est chargée d'amorcer un changement, indépendamment des primes de performance qu'on lui donne, mais s'il fait de son métier un sacerdoce, en se disant, tiens, j'ai pour défi que les générations futures, que mon enfant ou bien mon arrière-petit-enfant puisse profiter des revenus du pétrole et que je dois faire de mon mieux pour rompre tout ce qui ne va pas dans l'objectif ciblé.
Parce que également, comme je l'ai dit souvent, nous devons agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée en principe à valeur universelle. Et le dernier point également, c'est le plan d'action. Et le plan d'action, c'est l'aspect stratégique. Et l'aspect stratégique, souvent, quand on le confie à des juristes, on ne fait pas un raisonnement à 360 degrés. Il faut justement concevoir un plan d'action, mais il ne faut pas se limiter à s'enfermer dans un bureau. Il faut co-construire un plan. Mais avec quelle autre discipline pourriez-vous, par exemple, envisager? Non, mais on a des ingénieurs pétroliers. On a des ingénieurs pétroliers qui sont là, qui s'y connaissent en matière de pétrole. Je connais quelqu'un, par exemple, je ne citerai pas son nom, qui dispense des formations juste en Afrique du Sud dans le domaine du pétrole. Des ingénieurs, Sénégalais, oui, qui sont des Sénégalais. associés aux juristes. Oui, associés aux juges. Justement, il fallait un mix Un mix, oui. de ceux qui savent pour un peu éviter justement tout ce qui est absence d'effectivité, mais mettre en place les mécanismes de contrôle pour un peu suivre de façon optimale l'évolution. On est à l'ère du Jubal Jubanti aussi. Oui. Oui, à ce niveau-là, certainement. Oui, bon, nous avons espoir que les changements idoines seront apportés parce que quand même, c'est un niche très porteur en termes de PIB, mais surtout en termes de ressources pour l'État, parce que quand même, c'est au moins plus de 1000 milliards qui échappent à notre État du fait de l'absence d'effectivité du contenu local. Justement, sur le plan financier, nous y sommes, nous y restons. Alors, sur le plan financier et contractuel, quel obstacle freinerait l'implication réelle des entreprises sénégalaises dans les projets extractifs et énergétiques? Bon, je pense que ce qui freine le plus souvent les entreprises, c'est l'aspect financier. Parce qu'en fait, nos pays, justement, souffrent en quelque sorte d'une tare congénitale. Quelle est la nature des obstacles? Nous n'avons pas de banque d'investissement. Or, justement, quand un entrepreneur vient investir dans un secteur, justement, qui est nouveau, mais qui a un fort potentiel, il doit y avoir une banque d'investissement qui accepte de prendre un risque. Ok. Nous n'avons pas souvent cette notion de prise de risque de nos banques qui sont en réalité des banques commerciales. Donc, c'est le premier écueil. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du fonds 6 C'est ça. pour justement accompagner les PME, lever des fonds et puis travailler ensemble. Donc, ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle qu'il y a, en fait, excepté l'aspect financier, c'est que le deuxième obstacle, c'est qu'on a rendu ésotérique, en quelque sorte, le secteur pétrolier et gazier. On a l'impression que, voilà, c'est un secteur nouveau, alors que, comme je l'ai expliqué tantôt, depuis 1952, on fort des puits de pétrole. On a des Sénégalais qui sont là, comme par exemple les puits de Gadiaga, par exemple, qui sont exploités depuis les années 90, par exemple. Il y a des Sénégalais qui travaillent. Pourquoi ces Sénégalais-là, on ne fait pas ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience pour qu'ils puissent demain être transposés dans le secteur pétrolier? Donc ça, c'est un obstacle qui concerne un peu la dimension, en quelque sorte, ressources humaines. C'est encore une fois l'absence de plan d'action, l'absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et pour les PME-PMI, souvent, bien souvent, c'est l'absence de financement. S'ils ont éventuellement accès à l'information, parce que l'information sur les marchés du pétrole et du gaz, c'est encore contrôlé en vase clos avec une plateforme que contrôle le Conseil national de suivi du contenu local. Alors, justement, au vu, avec tout ce que vous avez décliné comme explication, comment éviter que le contenu local ne devienne une simple clause contractuelle sans impact concret sur l'économie nationale? Comment? Bon, comment, en fait, je vais partir de ce qu'on appelle la méthodologie en matière d'approche systémique ou de réforme systémique. Nous devons réformer le contenu local au plan structurel. Faire table rase sur les lois, déjà. Nous devons réformer
le contenu local au plan fonctionnel, justement avec le Conseil national de suivi du contenu local qui a une absence d'effectivité, le fonds d'appui également qui n'est pas effectif. Donc, il nous faut des réformes. Mais le troisième élément que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est justement il nous faut réformer également au plan régulatoire, qui permet un peu de contrebalancer tout ça, parce que justement, la dimension historique de cette méthodologie, je l'ai expliqué tantôt avec les puits de pétrole Cabor 1, parce qu'ils sont toujours existants à Diamniadio. Il y a Cabor 1, Cabor 2, les puits sont toujours là, les gazoducs sont toujours là avec les panneaux de signalisation, etc. etc. Donc, cette approche historique-là, il faut qu'on l'intègre pour justement amorcer des changements suivant justement un plan d'action qui est bien défini, bien structuré et vraiment un secteur opérationnel qui est pragmatique avec des contrats de performance parce que également ça fait partie de nos problèmes ici au Sénégal, c'est que nous n'avons pas l'habitude d'exiger la performance dans notre gouvernance publique. Il est déjà en règle. Exactement. Or, justement, nous avons un décret de 2010, justement, qui instaure un contrat de performance pour les agences d'exécution. Dans ce décret de 2010 qui en parle, il y a en annexe un modèle d'évaluation de performance. Mais par 2 fois en Conseil des ministres, les nouvelles autorités sont justement revenues sur ce problème de performance. Et ça montre encore que on aurait pu ou on aurait dû réformer le bureau organisation et méthode, le BOM, renforcer un peu son ancrage institutionnel, renforcer son ancrage politique, lui donner du pouvoir de réguler, d'imposer, et en fait lui confier un peu tout ce qui est méthode de gouvernance, changement de notre secteur public ou parapublic. Et justement, c'est en termes justement de prévention. Exactement. Et dans le cadre maintenant des perspectives, mais avant d'arriver aux perspectives, dites-nous, souvent au niveau local, les populations se plaignent beaucoup justement des investissements qui auraient dû se faire au niveau local. Quelle est la situation et quels commentaires en faites-vous? Oui, nous avons vu énormément de cas de populations qui se plaignent par rapport à l'absence d'effectivité des promesses souvent qui sont faites lors des études d'impact environnemental ou bien lors des échanges avec justement les communautés où on promet monts et merveilles pour en réalité faire fi des promesses. Mais justement, aujourd'hui, avec le consortium national des acteurs, il est possible en fait d'instaurer un mécanisme justement de suivi de l'effectivité des engagements qui sont pris par ces entreprises qui doivent venir investir. Il y en a Kabyle qui s'exerce. J'ai vu l'exemple de Sokosim la dernière semaine, oui, avec les populations locales, c'était assez énorme, plus d'1 milliard d'investissements aux populations locales, c'est pas. Effectivement, parce qu'en fait, Sokosim, quand même, c'est une entreprise pionnière. Ils sont durés au Sénégal. Et comme je vous disais tantôt, le contenu local est beaucoup plus effectif dans le secteur minier. Oui. Mais c'est dans le secteur des hydrocarbures, par exemple, où vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme je dis encore une fois, tout est dans le contrôle et l'évaluation, le suivi-évaluation des politiques ou bien même des promesses que ces entreprises font et que justement, voilà, il y a souvent des failles qu'il faut corriger. Et ces failles-là, bon, s'il y a un consortium qui regroupe les acteurs, qui a quand même un ancrage institutionnel ou bien que l'État, par exemple, soutient, il peut servir derrière, voilà, de levier pour un peu rendre beaucoup plus effectif le contenu local. Alors, de ce point de vue, toujours dans les perspectives, quelles réformes ou mécanismes financiers faudrait-il renforcer pour maximiser l'impact du contenu local sur la croissance économique et la souveraineté industrielle du Sénégal?
Pour la réforme financière, déjà, nous devons créer une banque d'investissement. Oui, Et c'est la première des réformes, c'est-à-dire nous, nous devons avoir à cœur vraiment d'investir, de prendre des risques sur les futurs champions du pétrole et du gaz. Si nous ne le faisons pas, nous assisterons à un éternel nous recommencement. commençons. Donc ça, c'est le premier investissement à faire. Parce qu'à la fin de la journée, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est clair. Donc, et c'est ça qui fait souvent défaut aux entreprises sénégalaises pour pouvoir un peu grandir, graver les échelons et être de futurs champions, comme on le voit dans d'autres pays. Issa Kamara, consultant senior en finance et stratégie, le contenu local. Nous en parlons justement dans le cadre des perspectives. Selon vous, dites-nous quelle devrait être la place des institutions financières sénégalaises et régionales. Vous avez parlé des banques, mais également des fonds souverains, investisseurs privés dans le financement du contenu local qui a besoin tout de même de l'argent. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, beaucoup même aujourd'hui, pour rendre effectif effectivement le contenu local, il y a des organismes qui sont à l'international qui accompagnent justement l'effectivité du contenu local. Mais nous avons également ce qu'on appelle l'impact carbone. L'impact carbone qui est quand même un levier puissant que nos États méconnaissent souvent et qui aurait pu permettre en fait de lever pour ce qui est du Sénégal à hauteur de presque 300 milliards du point de vue de l'impact carbone parce que ces investissements dans le secteur de l'hydrocarbure, ils impactent l'environnement. Donc le gaz à effet de serre, tout ce qui va avec. Donc ce qui fait qu'il y a des mécanismes de comment l'appeler en fait, qui sont en quelque sorte des sortes d'indemnisation par rapport à l'impact carbone que génèrent un peu les activités et qui peuvent être investis dans le contenu local pour rendre justement pour rendre effectif justement le contenu local. Il y a des exemples réussis dans ce domaine. Oui, dans ce domaine, en fait, il y a des exemples Oui, ici. comment alors s'inspirer de ces exemples réussis en parlant justement d'expériences dans d'autres pays? Comment s'en inspirer Oui, au pays, au Sénégal? déjà, en fait, il y a un benchmark à faire parce qu'il faut toujours comparer les pays en prenant en compte les spécificités locales, environnementales, économiques. Donc, toutes ces informations-là doivent être agrégées. Et quand on les agrège, après, on va voir en interne également comment les adapter à nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue de l'impact carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos pays voisins arrivent à lever des centaines de milliards par rapport à l'impact carbone, justement. Et en fait, ça, c'est un plaidoyer que l'État doit porter pour un peu, pour un peu imposer aux opérateurs le fait que cette indemnisation par rapport à l'impact carbone passe par des circuits clairs, limpides, transparents. Par exemple, quand je prends l'exemple des pays comme Ghana, comme Nigeria, comme Norvège aussi, quand même, c'est des exemples réussis. C'est ça, effectivement. Que ces pays sont... Tout en tenant compte quand même de ces spécificités, comme vous l'avez expliqué, mais à moyen et long terme, voyez-vous le contenu local comme un levier pour transformer la structure de notre économie? Oui, pour moi, en fait, il n'y a pas meilleur levier que le contenu local pour transformer la structure de notre économie. Comment? Aujourd'hui, déjà, le contenu local, la loi sur les partenariats publics-privés, la loi 2021-23 prévoit le contenu local. Mais l'une des limites de la loi, c'est que cette loi aurait dû aller au bout de sa logique en fixant par exemple des taux. En disant par exemple, pour le secteur des partenariats publics-privés dans le domaine de l'agriculture, il faut un taux de contenu local de 70%, 60-70%. Parce que justement, l'État va du postulat que, par exemple, l'ENSA, l'École nationale supérieure agronome, forme depuis des années, depuis des décennies, justement des ingénieurs agronomes. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où je suis issu, forme également des ingénieurs agronomes. Donc, pour tous les partenariats publics-privés dans le domaine de l'agriculture, l'État aurait pu prévoir, par exemple, 60% de contenu local écrit dans une loi
en disant, voilà, il faut 60%. Ok. Dans le domaine de l'informatique également, l'État aurait pu suivre le même mécanisme parce que justement, il y a l'école polytechnique là de Thiès qui forme des ingénieurs. Nous avons l'école supérieure polytechnique là de Dakar et tant d'autres écoles, ESMT, etc., qui forment justement des ingénieurs. Toutes ces écoles-là auraient pu être utilisées en disant, puisque nous avons assez de ressources dans le domaine de l'informatique, tout contrat partenariat public-privé qui concerne le secteur de l'informatique, nous imposons un taux de contenu local de 70%. Mais justement, il y a une future loi qui est annoncée sur la souveraineté économique. Justement, quel contenu cette nouvelle loi dans le contexte justement du contenu local? Oui, c'est une loi que nous saluons et qui vient vraiment à son heure, mais nous avons espoir que c'est une loi qui sera co-construite en prenant en compte les avis des acteurs et en prenant en compte les secteurs d'activité. Parce que la souveraineté économique, telle qu'elle peut s'apprécier dans le domaine de l'agriculture, ne s'apprécie pas comme ça dans le domaine, par exemple, de l'industrie. Parce qu'il y a des différences, il y a des dichotomies qui sont là et qui font que si on veut faire une loi généraliste, on passe à côté de quelque chose. Mais fondamentalement, la loi sur la souveraineté économique, aujourd'hui, et c'est une invitation que l'on fait à ce régime, doit également renfermer dans son sein des clauses de souveraineté judiciaire. Parce que justement, une souveraineté économique ne se conçoit pas sans souveraineté judiciaire. Je m'explique. Le plus souvent, dans le cadre des contrats de partenariat public-privé ou même des contrats avec les opérateurs, il y a ce qu'on appelle une clause de compétence juridictionnelle. On vous dit dans le contrat, tout litige issu de ce contrat sera soumis à la compétence exclusive, par exemple, du tribunal de Bruxelles, du tribunal de Paris, du tribunal de Londres, par exemple. Or, ça, c'est une limite objective qui va un peu tenir nos entreprises sous le joug, justement, de ces investisseurs-là. Or, nous devons refuser cela en quoi faisant? En nous inspirant de la France, par exemple. La France, depuis 1948, à travers l'arrêt Patignon, ils ont résolu le problème. Parce que cet arrêt est venu révolutionner un peu les règles de compétence juridictionnelle. En disant quoi? Que dès l'instant où le demandeur ou le défenseur est de nationalité française, le tribunal, le juge français est compétent. Parce que cette loi date de... cet arrêt Patignon, c'est de 1948, mais cet arrêt a été confirmé par l'arrêt Pellassa et l'arrêt Sheffield. Et ces arrêts ont eu une consécration légale à travers l'article 14 et 15 du Code civil français qui dit que, justement, dès l'instant où le demandeur ou le défenseur est de nationalité française, le juge français est compétent. C'est ce qui explique même un Français qui exécute un travail en Arabie Saoudite sur un contrat avec une entreprise saoudienne, même s'il y a une clause de compétence juridictionnelle, il peut venir dans son pays, saisir son juge et le juge va dire le droit. Mais malheureusement, nous, ici au Sénégal, dans nos mécanismes, disons, juridiques, on a cette limite objective qui est là et pour laquelle, moi, personnellement, j'avais alerté depuis juin 2024 lors des assises de la justice en disant, attention, ces clauses de compétence juridictionnelle, il faut les déclarer nulles et non avenues en intégrant dans notre dispositif légal, soit à travers le Code civil, le Code des obligations civiles et commerciales, soit à travers même la loi qui instaure les chambres de commerce, par exemple, en disant, dès l'instant où le litige a lieu au Sénégal, par exemple, ou bien que les travaux ou les marchés sont exécutés au Sénégal, le tribunal de commerce est compétent. Parce que si on ne le fait pas, on risque encore d'avoir un faux départ parce que justement, on n'aura pas pris la peine d'avoir un raisonnement à 360 degrés pour maîtriser tous les contours de la souveraineté économique. Dernière question à notre invité Elsa Camara, consultant senior en finance et marketing. Dites-nous, si vous deviez
du moins, si vous deviez résumer l'avenir du contenu local au Sénégal, en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Je dirais que 3 mots. je dirais que c'est il y a beaucoup de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Parce que Ce sont les 3 mots. les 3 Merci beaucoup, infiniment. Pour rappeler que vous êtes senior consultant en finance et marketing, le prétexte de l'émission, c'était porter du contenu local, enjeu, mais également perspective. Merci en tout cas, ça a été un grand plaisir. Merci à vous. Mais abondance de connaissances de nous, jamais, ça a été un réel plaisir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez raison, ressaisi dans le cadre des Dianobi, cette fois-ci avec El Hadji Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé